Il a produit plus de 2,5 millions de dollars de faux chèques, s'est fait passer pour un pilote d'avion, un médecin, un avocat ou encore un professeur. Et tout ça avant ses 21 ans. Cet homme, c'est Frank Abagnale Jr., un adolescent devenu l'un des plus grands escrocs de l'histoire des États-Unis, et accessoirement le héros du film Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Oui, l'arnaqueur joué par Leonardo DiCaprio. Eh bien, je vais vous raconter son histoire. Frank Abagnale Jr. grandit à New York dans le quartier du Bronx. Entouré de ses 3 frères et sœurs, de son père William Frank Abagnale Sr. et de sa mère Paulette, d'origine française. Alors qu'il est âgé de 16 ans, ses parents divorcent, ce qui traumatise le jeune Frank, qui décide d'abord de vivre avec son père, puis de fuir le foyer familial. Il se retrouve alors seul dans New York et tente de trouver un travail pour survivre. Comme il est encore jeune, il est souvent très peu payé. La chance de Frank, c'est qu'il paraît un peu plus vieux que son âge. Il dit alors à tout le monde qu'il a 26 ans. Il commence à gagner un peu d'argent, mais ça ne lui suffit pas pour vivre dignement. Il se met alors à faire de faux chèques avec le compte en banque que son père lui a ouvert quelques années plus tôt. Une première escroquerie qui fonctionne pendant un temps, mais rapidement la police de New York commence à le rechercher. Frank Abagnale Jr. décide de quitter la ville. Mais alors qu'il cherche à fuir, il aperçoit un pilote de ligne et son équipage rentrer dans un hôtel. Et il a alors une illumination. Il se dit que ce serait l'emploi parfait, non seulement pour voyager partout dans le monde, mais aussi pour bénéficier d'hôtels gratuits. Malin le Frank. Il appelle alors la Pan American Airlines, une compagnie aérienne américaine, en se faisant passer pour un pilote originaire de Los Angeles. Il dit être en voyage à New York, Seth fait voler son uniforme et leur demande où s'en procurer un nouveau. On l'envoie chez un tailleur spécialisé qui lui fournit un uniforme tout neuf. Alors que Frank s'apprête à payer avec un faux chèque, on lui répond que le prix de l'uniforme sera directement déduit sur sa paye. Bingo, Frank a désormais un nouvel uniforme et un métier, pilote de ligne. Pour parfaire sa panoplie de faux pilotes, il lui manque un badge d'identification. Frank cherche alors dans les pages jaunes une entreprise qui produit ses badges et il s'y rend. Toujours plus créatif dans ses mensonges, il se fait passer pour un représentant d'une compagnie aérienne basée à Porto Rico. Il explique qu'il a besoin de nouveaux badges pour ses 200 employés qu'il vient de recruter. Le propriétaire de l'usine lui donne un badge à titre d'exemple. Frank, toujours dans son rôle, lui demande ce que ce badge donnerait avec une photo en plus. Par exemple, la sienne. 30 minutes plus tard, le voilà dehors, avec un badge et sa photo dessus. Le seul problème, c'est qu'aucun nom de compagnie aérienne n'est inscrit sur son badge. Aucun problème pour Frank, qui trouve tout de suite la solution. Il se rend dans un magasin de jouets, achète une réplique d'avion de la Paname et décolle l'autocollant qui se trouve dessus. L'uniforme endossé, son nouveau badge en poche, avant de se lancer, Frank peaufine son nouveau rôle. Il appelle le secrétariat de la Paname en se faisant passer pour un élève qui réalise le journal du lycée et en profite pour poser plein de questions à un pilote. Après avoir noté toutes ces informations, Frank commence à voyager. Il se crée plein de faux chèques de paye de la Paname, ce qui lui permet d'encaisser beaucoup d'argent. Il emprunte des vols en tant que pilote invité et fait attention de voyager sur d'autres compagnies que la Paname, pour éviter toute discussion embarrassante qui permettrait de le démasquer. Frank Abagnale, ou plutôt Frank Williams comme il se fait désormais appeler, réalise plus de 200 vols gratuitement. Oui, 200 vols en bernant tout le monde. Il est à peine âgé de 17 ans et arrive à faire croire qu'il est un pilote chevronné avec 8 ans d'expérience. Et qu'est-ce qui pourrait bien stopper Frank ? Bien, peut-être des gens un peu moins crédules que ceux qu'il a rencontrés jusqu'ici. Alors qu'il est dans le cockpit d'un avion parti de la Nouvelle-Orléans et qui va jusqu'à Miami, le jeune homme voit le problème arriver. Le commandant de bord reçoit un appel, se retourne vers Frank et lui demande de montrer sa carte d'identité de la Paname, puis sa licence de pilote. Frank s'exécute, un peu surpris. À l'atterrissage, Frank est bloqué par 2 policiers qui lui demandent de les suivre au bureau du shérif le plus près. Là-bas, on lui explique que quelqu'un l'accuse de ne pas être un vrai pilote de la Paname. Frank tente le tout pour le tout. Il jette sa carte et sa licence de pilote sur la table et leur demande qui l'accuse. Les 2 adjoints du shérif, qui semblent un peu désolés, ne lui répondent pas sur l'identité de la personne, mais lui disent que ça doit être un malentendu et qu'ils attendent un agent du FBI pour régler tout ça. Là, Frank est en panique. Il attend des heures et vers minuit, un agent du FBI arrive. Il commence à questionner Frank, mais très rapidement, il s'excuse et lui dit que ça doit être un malentendu. Il lui demande juste s'il ne peut pas appeler un de ses supérieurs pour confirmer son identité. Là, Frank lui répond qu'il est minuit et que son supérieur doit sûrement dormir. Mais il a une solution. Il sort de sa poche un petit carnet sur lequel il a noté le nom de plusieurs pilotes avec lesquels il a voyagé. L'agent appelle plusieurs d'entre eux et après confirmation, il laisse repartir Frank libre. Là, Frank a eu très chaud. Cette expérience l'a refroidi, il se dit qu'il a plus du tout envie de se faire passer pour un pilote.
Hop, nouvelle ville, nouvelle vie. Il déménage à Atlanta où il loue un appartement dans une résidence pour célibataires. Ici, il se fait passer pour un pédiatre. Alors qu'il se croit tranquillement installé dans son nouvel appartement, Frank reçoit la visite de son voisin du dessous, qui n'est autre qu'un pédiatre. Les deux hommes commencent à discuter et le véritable pédiatre propose à Frank de venir déjeuner à l'hôpital. Frank, qui explique être en année sabbatique, accepte, il prend même goût à traîner là-bas. Bon, sûrement un peu aussi parce qu'il noue une relation amoureuse avec une des infirmières de l'hôpital. Là, il en profite pour se rendre à la bibliothèque et potasser tous les livres qu'il trouve sur la pédiatrie. Après plusieurs semaines passées à déjeuner avec sa petite amie et son collègue médecin, l'administrateur de l'hôpital lui demande de remplacer un chef de service pendant une dizaine de jours. Normalement, toute personne censée refuserait cette proposition. Mais pas Frank, qui se dit « c'est un nouveau défi ». Il accepte et il se retrouve à diriger une quarantaine d'infirmières et une dizaine de médecins. Avec un peu d'humour et son bagou naturel, il arrive à faire illusion. Mais une nuit, alors qu'il se balade tranquillement dans les couloirs, il est appelé pour intervenir aux urgences. Il se retrouve face à un adolescent qui s'est fracturé le tibia. Le problème, c'est que notre escroc, il déteste la vue du sang. Comme d'habitude, il se débarrasse de la situation en refilant l'intervention aux autres médecins qui sont présents. À chaque fois qu'il sera aux urgences, il fera désormais pareil sans que ça gêne personne. Et ça fonctionne tellement bien qu'à la fin de ses 10 jours de remplacement, l'administrateur lui demande de prolonger son contrat. Frank n'hésite pas une seconde et c'est parti pour un deuxième contrat de remplacement. Après ces deux missions, Frank quitte l'hôpital et Atlanta et il décide de rejoindre une femme qu'il fréquente en Louisiane. Là-bas, il se fait appeler Robert Conrad et il explique être un ancien pilote diplômé en droit. Il multiplie les soirées avec sa compagne et à l'une des soirées, il rencontre l'adjoint du procureur général. Ils se mettent à parler études de droit et l'adjoint du procureur lui propose de passer le concours du barreau de Louisiane. Vous commencez à connaître Frank, il accepte une nouvelle fois. Il commence d'abord à falsifier une licence de droit de l'université de Harvard, mais rien que ça, et puis il se rend à la bibliothèque et il lit beaucoup de bouquins. Une fois qu'il est sûr de lui, il se présente à l'examen du barreau. Mais il échoue. Quelques semaines plus tard, il retente une nouvelle fois et échoue une nouvelle fois. Ce n'est que la troisième fois que Frank arrive à obtenir l'examen du barreau. Très vite, il exerce comme adjoint du procureur général. Enfin, comme il explique dans son livre, il prépare plutôt les cafés. Frank gagne beaucoup moins bien sa vie qu'en tant que pilote, mais ce job lui plaît et il commence à s'intégrer dans la vie associative de Bâton Rouge, la ville où il habite. Il décide même d'arrêter de produire des faux chèques. Il siège dans plusieurs comités associatifs de sa ville, et dans l'un d'entre eux, il fait la connaissance d'une personne qui ne va pas vraiment arranger son histoire. Cette personne, c'est un ancien d'Harvard, un peu trop curieux. Il commence à lui poser des questions sur ses études, les professeurs qu'il a eus, les filles qu'il a fréquentées, bref. Frank se sent cerné et décide de fuir à nouveau. Il fait le tour de plusieurs États et décide de se poser quelque temps dans l'Utah. Il visite plusieurs universités et alors qu'il s'apprête à s'inscrire comme étudiant, Frank décide de devenir professeur. Oui, c'est plus fort que lui. Après avoir lu une annonce dans le journal, il se présente auprès du doyen d'une université de l'Utah et lui dit qu'il est professeur de sociologie. Là, il falsifie une nouvelle fois tous ses diplômes et il est engagé pour une période de remplacement. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, il passe sa vie à la bibliothèque à avaler des livres de sociologie. Et quelques semaines plus tard, il donne cours à 2 classes. Frank se contente de suivre ce qu'il y a écrit dans le manuel, mais de temps en temps, il ajoute des petites remarques personnelles sur sa vie, sans que personne ne soupçonne d'être un jeune adulte en fuite. Après avoir donné une dizaine de cours, le faux prof repart félicité par plusieurs élèves et même par le doyen. Bon, au bout d'un moment, Frank en a marre de fuir aux 4 coins des États-Unis, là où il a laissé des faux chèques. Il décide donc de partir en Europe. Il voyage dans plusieurs pays, mais il décide de s'installer en France. D'abord à Paris, puis après à Montpellier, où il se fait passer pour un artiste américain du nom de Robert Monjo. Manque de peau, il est finalement reconnu par un employé d'Air France grâce à un avis de recherche qui alerte les policiers et qui finissent par l'arrêter. Après son arrestation, Frank Abagnale Jr. est d'abord incarcéré en France, puis en Suède, aux États-Unis pour avoir produit de faux chèques. Et finalement, devinez quoi ? En 1974, le gouvernement américain lui propose de travailler pour le FBI, pour combattre la fraude de chèques. Bon, si Steven Spielberg s'est largement inspiré de la vie de l'escroc pour réaliser Arrête-moi si tu peux, sorti en 2002, il a évidemment adapté quelques éléments pour en faire un film culte. Parce que le cinéma, c'est que du cinéma avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne de 20 minutes. Dites-nous également en commentaire si vous souhaiteriez que l'on parle d'une personne qui a réellement existé et qui a inspiré un film ou une œuvre.